cette prochaine section pour l'énergie mécanique va toucher sur l'énergie cinétique. Donc, on l'a vu l'année passée, je vais vous montrer la dérivation encore vite faite pour trouver l'équation de l'énergie cinétique. On a quelques petits problèmes, ensuite on passera. C'est vraiment juste une révision de ce qu'on a fait l'année passée. Donc, premièrement, pour retrouver l'équation de l'énergie cinétique, comme on l'a fait l'année passée, je vais vous montrer la démarche. Donc, on va faire un petit peu plus précisément encore. L'idée est que je vais avoir une certaine masse, un objet qui est immobile initialement. Donc, sa vitesse initiale est 0. Donc, si on prend une petite représentation, là, masse VI égale 0, sa hauteur égale 0, elle ne fait rien. Elle n'a pas d'énergie, aucune énergie du tout. Donc, je vais faire un travail pour faire varier son énergie. Par définition, le travail, c'est une variation d'énergie. Pour faire un travail, je vais appliquer une force sur une distance qui va faire une variation d'énergie. Donc, variation d'énergie, n'importe quel delta, c'est EF moins EI. On vient de dire que l'énergie est 0. Pardon, l'énergie initiale est 0. Donc, l'énergie initiale est 0. Il n'y a pas de vitesse. On va parler strictement de cinétique, le mouvement. Il n'y a pas de vitesse, il ne bouge pas. Donc, je vais avoir une force fois une distance qui me donne l'énergie finale. Donc, peu importe l'énergie que je vais mettre dedans, toute l'énergie va devenir de l'énergie cinétique. On ne va pas considérer la force de friction ou de perte. Je veux juste faire un exercice mathématique pour aller dériver une équation. Donc, la force que je vais appliquer sur une distance, toute l'énergie que j'y communique devient de l'énergie finale, qui va être de l'énergie cinétique. Okay. Définition d'une force, masse qui est accélérée fois une certaine distance, qui est égale à mon énergie finale. Une équation qu'on utilise souvent pour l'accélération, pour analyser des situations cinématiques, c'est la suivante. VF au carré égale VI au carré plus 2A delta D. Pour ce cas, on avait dit que la vitesse initiale était 0. Mon objet n'a pas de vitesse. Vitesse finale, mais ça va être la vitesse finale après qu'elle a gagné de l'énergie. Donc, c'est ça qui m'intéresse quelque part là-dedans à rentrer dans mon équation. Remarque que mon accélération, là, ça va être la même accélération qu'ici. J'applique une force sur mon objet, sur ma masse, elle va subir une accélération. Sur une distance, elle va finir avec une vitesse finale. Donc, si j'isole mon accélération ici, là, je finis avec VF au carré sur 2 delta D. On va rentrer ça, remplacer dans mon équation ici. Je finis avec masse, vitesse finale au carré sur 2 delta D. Delta D égale à EF. Remarque gain, déplacement, s'annule. Et on retrouve M, vitesse finale au carré sur 2, qui est égale à l'énergie finale. Donc, l'énergie finale que ma masse finit avec va dépendre de sa vitesse finale, la vitesse qu'elle va avoir à la fin de mon travail fait sur elle, sa masse, et c'est tout. Donc, par définition, on dit que l'énergie cinétique, donc EC, des fois on va voir EK, à cause en anglais c'est kinetic, va être égal à la masse fois une vitesse au carré sur 2. Okay? Donc, ça, c'est la petite dérivation qu'on utilise pour obtenir notre équation bien connue à ce point-ci de l'énergie cinétique. On fait des petits exemples, puis ensuite on passe à l'énergie potentielle après ça. Okay. Le premier exemple qui touche à l'énergie cinétique est la suivante. Quel est le travail total requis en mégajoules pour que la vitesse d'un avion de transport d'une masse de 4,55 fois 10 à la 5 kg augmente de 105 mètres par seconde à 185 mètres par seconde. Donc, genre un avion qui va avoir un changement de vitesse. J'ai besoin d'un certain montant d'énergie. Donc, changement d'énergie, ça va être l'énergie finale moins l'énergie initiale. Ils nous ont décrit nos conditions. On parle strictement d'une vitesse ici. Donc, là, on pourrait dire le changement d'énergie cinétique va être l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. MV finale, c'est par 2. Donc, la masse de mon avion fois sa vitesse finale au carré divisé par 2. Ça va être l'énergie finale qu'elle a, cinétique. Elle va finir avec une certaine vitesse finale. Sa masse ne va pas avoir changé. Elle va avoir un certain montant d'énergie. Moins MVI au carré sur 2. Elle avait une certaine énergie pour commencer. Elle ne part pas d'un état immobile. Donc, il faut faire attention. Il y a peut-être des élèves qui vont essayer de dire que le changement d'énergie cinétique est égal à la masse fois le changement de vitesse à la 2 divisé par 2, mais ce n'est pas le cas. Okay? Le fait qu'on a un exposant à la 2 ici là, fait en sorte qu'on ne peut pas faire ceci. Remarque que, essentiellement, c'est un peu comme Pythagore.
VF à la 2 moins VF à la 2 n'est pas égal à VF moins VI à la 2. Hein? On ne peut pas dire que ceci est équivalent à ça à cause de cette règle-là. Remarque ici qu'on ferait un carré parfait. On aurait vitesse finale à la 2 moins vitesse initiale, vitesse finale, moins vitesse initiale à la 2. Il y a un petit facteur ici qui n'est pas dans celui-là. Donc, on ne peut pas utiliser cette définition-là. Elle n'existe pas, celle-là, grâce à mon exposant à la 2. Donc, faites pas l'erreur d'écouler vraiment des équations qu'on connaît, hein, qu'on est certain. Saute pas d'étape. Changement d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. MVF au carré sur 2 moins MVI au carré sur 2. On peut mettre des choses en évidence. Dans mes deux termes, j'ai les masses divisées par 2. Vitesse finale à la 2 moins vitesse initiale à la 2. C'est une façon qu'on pourrait le faire. Ou tu peux rentrer tes masses deux fois. Ça ne change pas grand-chose. Donc, nos valeurs, la masse est de 4,55 fois 10 à la 5 kg divisé par 2. La vitesse finale est de 185 mètres par seconde, on l'avait au carré, moins la vitesse initiale qui est de 105 mètres par seconde, on l'avait au carré, pour connaître notre changement d'énergie cinétique, qui est 5,278 fois 10 à la 9 joules. Donc voilà notre réponse, le changement d'énergie cinétique, ou, par définition, le travail est un changement d'énergie. Donc, le travail, ce qu'on vient de trouver, c'est quoi le travail qu'on a dû faire? Donc, l'action, l'avion doit appliquer une certaine force, doit faire un travail sur une distance pour accélérer d'une vitesse initiale à la vitesse finale. Ce montant d'énergie qu'elle doit mettre pour faire augmenter sa vitesse est de 5,278 fois 10 à la 9, mais il nous demande de l'avoir en mégajoules, qui est des fois 10 à la 6. Donc, c'est millions, méga. Donc, fois 10 à la 6, combien de fois est-ce que 1 fois 10 à la 6 rentre dans celui-ci? Le travail serait donc de 5,2, 3 chiffres significatifs, donc de 8 fois 10 à la 3. Si je divise par fois 10 à la 6, je finis avec fois 10 à la 3. Mégajoules. Donc, 5,28 fois 10 à la 6 mégajoules. Pardon, fois 10 à la 3 mégajoules. On fait un dernier exemple et ensuite on passe à l'énergie potentielle. Le prochain exemple est un grand camion d'une masse de 1,6 fois 10 à la 4 kg se déplace à une vitesse initiale donnée. Est soumis à un travail de négatif 2,9 mégajoules qui lui fait acquérir une vitesse de 11 mètres par seconde. Détermine la vitesse initiale du camion. OK. Donc, encore, on parle de la définition du travail qui est un changement d'énergie. Ici, on parle juste de l'énergie cinétique, donc on peut spécifier de l'énergie cinétique. Le travail, ils l'ont donné, donc on connaît c'est quoi le travail, c'est de négatif 2,9 mégajoules. Donc, il y a quelque chose qui va lui enlever de l'énergie. Il va perdre de l'énergie, effectivement. Qui va être égal à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Définition d'un delta, d'un changement final moins initial. Donc, je vais avoir MVF au carré sur 2 moins MVI au carré sur 2. Donc, la situation nous dit, nous donne la masse, c'est bien, nous donne le travail, c'est bien, il nous donne la vitesse finale, pardon. Donc, après le travail, il nous dit que la vitesse finale est de 11 mètres par seconde. Donc, on veut déterminer c'est quoi la vitesse initiale, VI. Donc, dans ce cas-ci, on essaie d'isoler notre VI. Je vais faire comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais mettre en évidence la masse et le 2. 2 moins VI à la 2. Donc, à l'inverse, ça se voit un peu mieux. Là. Si je multiplie mes deux termes avec M sur 2, on voit qu'on revient. Les mettre en évidence veut dire que j'ai M dans les deux termes. J'ai une division par 2 dans les deux termes. Je peux le ressortir. Je vais multiplier par 2 divisé par M pour avoir 2W sur masse égale à VF à la 2 moins VI à la 2. Je veux envoyer ma vitesse finale au carré de l'autre côté. 2W sur M moins VF à la 2 est égal à négatif VI à la 2. Je ne veux pas le négatif, je veux l'avoir positif. Donc, je multiplie tout mon côté gauche par négatif 1. Je fais la même chose de mon côté droit. Je finis avec ceci. Et pour mon exposant, je fais ma racine carrée. Donc, on finit avec VI
qui est égal à VF au carré moins 2W sur M, racine carrée. La vitesse initiale est donc, on rentre les valeurs qu'ils nous ont données, la vitesse finale est de 11 mètres par seconde, celle-ci au carré, moins 2 fois le travail. Le travail, ils nous ont donné négatif 2,9 mégajoules. Donc, négatif 2,9 fois 10 à la 6 mégajoules. Donc, le méga, on doit se souvenir, ça vaut quoi? Si tu l'oublies, tu vas voir dans ta feuille de formule, chacune des valeurs, des préfixes sont donnés dans ta feuille de formule. Divisé par la masse, qui était donnée de 1,6 fois 10 à la 4. 10 à la 4 kg. Ceci nous donne notre vitesse finale qui est de 21,99 mètres par seconde. On arrondit au chiffre significatif qui était de 2. On finit avec 22 mètres par seconde. Donc, allons voir, ça fait-tu du sens, là? On avait un camion qui avait une certaine vitesse inconnue. Il a subi un travail. Donc, on a fait un travail sur le camion qui était négatif. Un travail négatif veut dire qu'on lui a enlevé de l'énergie, puis il a fini avec une vitesse de 11 mètres par seconde. Donc, évidemment, il y avait une vitesse qui était plus élevée que 11 mètres par seconde avant qu'on ait fait un travail négatif sur le camion. Vitesse initiale de 22 mètres par seconde. Je donne quelques petits travaux pour pratiquer l'énergie cinétique. Prenez votre temps, faites vos étapes. Vous allez voir, là, ne prenez pas de shortcut, ça se peut que vous rentrez dans du trouble. On fait l'énergie potentielle dans 1 minute. On saute maintenant dans l'énergie potentielle gravitationnelle. On l'avait vu l'année passée comme l'énergie gravitationnelle MGH, qui est une façon de le calculer. On avait remarqué aussi que le choix du zéro pouvait avoir différents effets. On peut avoir une plus grande ou une plus petite valeur quand on dépendait comment loin est-ce qu'on peut tomber, où est-ce qu'on plaçait notre zéro. Pour cette raison, on va aller voir une autre façon de voir l'énergie potentielle gravitationnelle. Au lieu de voir EG, on va aller voir un changement de EG. Donc, ce qu'on va voir, je vais vous montrer la dérivation pour l'équation vite faite encore, comme on l'a fait avec l'énergie cinétique. Et on va aller voir notre nouvelle équation, qui est quand même très, très, très similaire. Donc encore, l'idée, c'est que j'ai un objet qui est par terre, qui a une certaine masse, et je vais soulever l'objet. Je vais appliquer une certaine force, FA, pour soulever l'objet, et je vais la soulever à une vitesse constante. N'oubliez pas, ceci veut dire que FA va être égal à FG. Donc, je vais être en train de la soulever à une vitesse constante, donc je connais la force que je suis en train d'appliquer pour la soulever. Donc, je vais faire un travail pour faire varier l'énergie de ma masse. Et je vais faire un certain travail pour lui donner de l'énergie. Donc, je vais appliquer une certaine force appliquée sur une distance et je vais faire varier son énergie potentielle gravitationnelle. On va mettre un G ici, juste pour distinguer entre l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique qu'on va voir plus tard. La force que je vais appliquer, c'est une masse fois une accélération gravitationnelle. La force appliquée est égale à mg, égale au poids fois une certaine distance. Je vais faire varier mon énergie potentielle gravitationnelle. Ça, essentiellement, c'est tout. C'est une dérivation très simple. La seule chose que je vais changer ici, c'est que je vais mettre mg delta h, puisque c'est une variation de la hauteur. C'est juste une petite précision, là, qui est égale à mon changement d'énergie gravitationnelle. Donc, c'est très difficile de décrire l'énergie gravitationnelle elle-même, à moins qu'on lui fixe un zéro. Vous remarquez que ceci revient à notre EG égale MGH, sans les delta, si on choisit un zéro du début. Si on choisit un zéro, c'est facile d'utiliser tout simplement E égale MGH, mais dans certains cas, là, ça va être la variation d'énergie potentielle gravitationnelle qui va nous devenir plus important. Donc, on va laisser là ça pour tout de suite. On fait quelques petits exemples. Je pense que j'ai juste un et qu'une pour celle-ci. Pratiquez-vous, puis ensuite je répondrai à vos questions si vous en avez. Avant de passer à l'exemple, je vais mentionner qu'ici, on fait une approximation. Donc, on a déjà appris en 11e année que le champ gravitationnel n'est pas nécessairement constant. Vous avez remarqué que le titre de cette section, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle dans un champ uniforme. La seule raison qu'on est capable d'utiliser cette dérivation, c'est qu'on fait une approximation. La valeur de GL, partout ce qu'on la voit,
ceci n'est pas une constante. On la considère comme étant une constante à la surface de la Terre, mais en réalité, elle n'est pas vraiment constante. Vous vous souvenez peut-être que le champ gravitationnel est décrit par des lignes de champ. Alors, peu importe où ce qu'on est, il y a des lignes de champ qui s'en vont vers le centre de masse. Donc, on peut prendre la Terre comme exemple. Et ce qui est important à se souvenir, c'est que plus près que tu es du centre de la Terre, plus que le champ gravitationnel est grand. Donc, on faisait la comparaison aux lignes de champ. Donc, il y a une certaine distance, disons à cette distance ici. Toutes mes lignes de champ que j'ai dessinées, mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de champ, sont répandues sur une certaine circonférence. Si je me rapproche, mes 8 lignes de champ, quand même 8 lignes de champ, sont sur une plus petite circonférence. La densité est plus grande, donc le champ y est plus fort. Donc, ça serait logique de dire que l'accélération, ou pardon, le champ gravitationnel à une distance est différent du champ gravitationnel à une autre distance. Plus près que tu es de la surface de la Terre, plus grand qu'est le champ gravitationnel. On fait une approximation ici en disant que G est effectivement constant à la surface de la Terre. Puisque la Terre est énorme, et vraiment une énorme sphère, quand on arrive à la surface de la Terre, si je dessinerais mes lignes de champ, ce qu'on verrait, c'est essentiellement aucune courbure. On ne peut pas la percevoir, étant donné qu'elle est si grande. Et ce qu'on verrait, c'est des lignes de champ qui sont presque parallèles l'une à côté de l'autre. Donc, si je me trouve à une distance ici ou une distance là, je ne suis pas capable de percevoir la différence entre la densité de lignes de champ. Donc, on est en train de dire qu'à la surface de la Terre, le champ gravitationnel G est effectivement constant. Il ne varie pas. Dans la prochaine section, on va voir le champ gravitationnel ou l'énergie potentielle gravitationnelle quand un champ n'est pas constant, quand on s'éloigne sur des grandes distances. Donc, faisons un exemple avec mg delta h pour commencer, puis on passera à la relation universelle plus tard. Cet exemple qui touche à l'énergie potentielle gravitationnelle est la suivante. Un plongeur d'une masse de 57,8 kg grimpe l'échelle d'un tremplin et va ensuite jusqu'au bord du tremplin. Immobile dans cette position de départ, il saute à la verticale d'une hauteur de 3 mètres, détermine l'énergie potentielle gravitationnelle du plongeur par rapport à la surface de l'eau lorsqu'il se trouve au bord du tremplin. Pas mal straightforward, là. Donc, on a vu que j'ai de l'eau, j'ai mon tremplin, la personne monte en haut là. Il nous donne la masse de la personne qui est de 57,8 kg. Ils nous disent qu'il est à une certaine hauteur, de la surface de l'eau qui est de 3 mètres. Donc, si on voudrait savoir quelle est l'énergie potentielle gravitationnelle de cette personne, cette question fait seulement du sens si on lui donne un point de référence, un 0. Okay? Ici, naturellement, on va probablement utiliser notre H0 ici. Donc, H0 est, disons, la base, la surface de l'eau. Mais ça ne veut pas dire que, disons, regarde notre piscine, là, si elle serait vide, peut-être qu'il y a une plus grande profondeur qu'il pourrait tomber. Donc, la question de l'énergie potentielle gravitationnelle fait seulement du sens lorsqu'on lui donne un point de référence, un point de 0. Et remarque que si je mets mon 0 ici, ça veut dire que je peux avoir des valeurs négatives. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est bizarre dans le sens qu'elle peut parfois avoir des valeurs négatives. Ça ne veut pas dire que l'énergie elle-même est négative. Ça serait surtout genre une dette d'énergie. Là, on va tomber dans une abstraction quand même intense. Je sais que souvent, quand vous étiez plus jeune en 7e, quand vous avez parlé des nombres négatifs, on parle souvent des négatifs comme étant une dette d'argent. Ici, on va utiliser ce rapport-là. L'argent elle-même ne peut jamais être négative. Tu ne peux pas avoir négatif 5 $. On utilise cet exemple pour démontrer qu'il y a un manque d'argent, mais l'argent elle-même n'est pas négative. Elle n'a pas de valeur négative, un peu comme l'énergie. On peut avoir un manque ou une perte ou une dette d'argent. Donc, c'est un peu une petite abstraction entre les deux. C'est un peu ça qu'on va voir ici. Donc, à une certaine hauteur, notre personne va avoir le potentiel de tomber. Mais même s'il est au 0, il a quand même le potentiel de tomber si on creuse genre un trou. On peut changer la situation. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle négative, on peut parfois nous dire que
une masse a une dette d'énergie à payer envers un point référentiel, un point de 0. Ça va être un petit peu plus exploré dans la prochaine section. Mais peu importe, on peut faire notre exemple ici. On a juste besoin de faire le choix du 0. Donc, on va choisir le 0 ici. Et on cherche à savoir l'énergie potentielle gravitationnelle du plongeur par rapport à la surface de l'eau. Ils nous ont dit notre 0, donc c'est bien. Une belle façon de le faire, c'est de considérer que ici, il n'a pas d'énergie. Il va faire un travail, il va appliquer une force pour monter qui va faire varier son énergie. Là, on va parler de l'énergie potentielle gravitationnelle. Le travail qu'il va faire va être égal à l'énergie finale moins l'énergie initiale, encore potentielle gravitationnelle. Donc, son delta G, qui est égal par définition au mg delta H. Par définition, le delta changement d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg fois le changement d'auteur. On peut aller voir maintenant que si initialement, il n'avait aucune énergie potentielle gravitationnelle, puisque ça c'est notre 0, on a 0 ici, EGF est égal à mg delta H dans ce cas en particulier, l'énergie potentielle gravitationnelle par rapport à la surface de l'eau, 57,8 kg, 9,8 mètres par seconde carré, et le delta H, le changement entre sa situation initiale et finale, est de 3 mètres. Je l'ai écrit en dessous, mais il devrait être écrit à côté. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle finale, ou l'énergie qu'il a à ce point dans son trajet, une fois qu'il est en haut, est de 1601 joules. On a arrosé à 3 chiffres significatifs. 1700 joules, l'énergie potentielle gravitationnelle. Et voilà notre réponse. Donc, je vous donne la chance de travailler vos devoirs. On retombe dans quelque chose d'un petit peu plus avancé dans la prochaine section. Ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle, sauf dans un champ qui n'est pas constant. Donc, on se revoit à la prochaine.